Yo, la team. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur notre chaîne Au cœur des légendes où on va plonger dans une histoire qui va vous scotcher. Aujourd'hui, on parle d'une légende du cinéma français, une femme dont le visage et le nom ont marqué des générations. Michel Mercier, l'éternelle Angélique. Vous savez, ces histoires qui vous donnent des frissons, qui restent gravées dans votre cœur. Celle de Michel, c'est ça, mais en 1000 fois plus intense. Adulée par des millions, enviée par beaucoup, mais souvent incomprise, elle a porté un rôle iconique qui l'a propulsée au sommet, et l'a emprisonnée dans une cage dorée. À plus de 80 ans, Michel Mercier a décidé de briser le silence, de livrer sa vérité, sans filtre, sans amertume, mais avec une force qui force le respect. Alors, attachez vos ceintures, parce qu'on va plonger dans les coulisses de la gloire, de la douleur, et des combats d'une femme qui a refusé de plier face à un monde impitoyable. Si vous êtes prêt à découvrir l'histoire vraie de celle qui a donné vie à Angélique, restez avec moi. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à liker, vous abonner, et activer la cloche pour ne rien rater. Allez, c'est parti. Les origines d'une rebelle, Michel Mercier. Imaginez un peu. On est le 1er janvier 1939, à Nice, sous le soleil éclatant de la Côte d'Azur. C'est là que naît Jocelyne Yvonne Renée Mercier, dans une famille où tout semble déjà écrit. Son père, un pharmacien respecté, dirige une entreprise florissante dans la pharmacie et les cosmétiques. Pour lui, l'avenir de sa fille aînée est clair. Elle reprendra les rênes de l'empire familial, vivra une vie stable, respectable, sans vagues. Mais Jocelyne, elle rêve d'autre chose. Dès son plus jeune âge, elle sent que cette vie bien rangée, ce n'est pas pour elle. Les formules chimiques, les bilans financiers? Très peu pour elle. Ce qui la fait vibrer, c'est le mouvement, l'art, l'émotion brute. À 8 ans, elle convainc ses parents de l'inscrire à l'école de ballet de l'Opéra de Nice. 8 ans, les amis. À cet âge, la plupart d'entre nous jouaient encore aux billes, mais Jocelyne? Elle devenait l'un des plus jeunes, petits rats, de la compagnie. Le studio de danse, c'était son refuge, son monde. Chaque pas, chaque douleur, chaque répétition épuisante était un pas vers la liberté. Elle ne dansait pas juste pour danser. Pour elle, c'était une façon de s'exprimer, de respirer, de s'échapper d'une cage dorée. Mais bien sûr, tout n'était pas rose. Sa famille, surtout son père, voyait la danse comme un caprice, une distraction temporaire. Pour eux, la réussite, c'était des diplômes, des responsabilités, pas des pirouettes sur une scène. Jocelyne, elle, avait une flamme dans le cœur, et elle n'était pas prête à l'éteindre. À l'adolescence, son talent éclate au grand jour. Elle illumine les scènes avec une grâce qui laisse tout le monde bouche bée. Mais au lieu de l'encourager, sa famille resserre l'étau. Les disputes s'enchaînent, les tensions montent. Et pourtant, Jocelyne tient bon. À 17 ans, elle fait un choix qui va tout changer. Elle quitte Nice pour Paris. Un saut dans l'inconnu, un acte de courage pur. Elle rejoint les ballets de Roland Petit, un univers où la discipline est militaire, mais où elle se sent enfin vivante. Elle enchaîne avec les ballets de la Tour Eiffel, puis le théâtre des Champs-Élysées, où elle brille dans Gosses de Paris, une chorégraphie signée Pierre Lacotte sur une musique de Charles Aznavour. À ce moment-là, elle est à 2 doigts de devenir une étoile. Mais le destin, lui, avait d'autres plans. La compagnie fait faillite, et du jour au lendemain, son rêve de danseuse s'effondre. Mais Jocelyne n'est pas du genre à baisser les bras. Elle pivote, s'inscrit à des cours d'art dramatique avec Solange Sicard, et passe même un temps à Londres pour élargir ses horizons. C'est là, pendant les vacances de Noël 1956, que le destin frappe à nouveau. Lors d'une réunion de famille à Nice, elle rencontre le réalisateur Denis de la Patelière et le scénariste Michel Audiard. Ils cherchent une actrice pour un petit rôle dans Retour de Manivelle, aux côtés de légendes comme Michel Morgan et Daniel Gélin. Jocelyne hésite. « Je suis danseuse, pas actrice », répète-t-elle. Mais son père, dans un rare moment d'ironie, la pousse à accepter. Au moins, on te verra une fois à l'écran. À contre-cœur, elle dit oui. Mais il y a un dernier changement, son prénom. Jocelyne, c'est trop démodé, trop lourd pour les affiches, selon les réalisateurs. Elle choisit alors Michel, en hommage à sa petite sœur, emportée par le typhus à 5 ans. Et c'est ainsi que Michel Mercier naît, prête à écrire une nouvelle page de son histoire. Vous sentez l'émotion de ce moment? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce courage de tout quitter pour suivre ses rêves. Ajusté selon tes préférences. Visage souriant avec Urieur. On arrive maintenant au moment où tout bascule pour Michel Mercier, l'arrivée d'Angélique. Les amis,
si vous ne connaissez pas encore cette saga, c'est le phénomène qui a enflammé les années 60. Mais pour Michel, ce rôle va être à la fois une bénédiction et une malédiction. Accrochez-vous, parce que cette partie de l'histoire, c'est du pur cinéma, dans tous les sens du terme. Tout commence en 1964. Les producteurs Francis Cone et Bernard Borderie cherchent une actrice pour incarner Angélique, l'héroïne flamboyante des romans d'Anne et Serge Golon. Brigitte Bardot? Elle refuse. Marina Vladi? Elle se désiste. Il parcourt l'Europe, désespéré, jusqu'à ce qu'il tombe sur Michel, alors âgé de 25 ans, en plein tournage en Italie avec Vittorio Gassman et Ugo Tognazzi. Elle est belle, expressive, et surtout, disponible. Le casting. Un vrai marathon. Des heures d'essai caméra, des tests de costumes, des exercices d'improvisation. Mais Michel, elle a quelque chose de spécial. Elle voit en Angélique un reflet d'elle-même, une femme forte, passionnée, qui défie les conventions. Et bim, elle décroche le rôle. Quand Angélique, marquise des Anges sort, c'est une déflagration. Le film n'est pas juste un succès, c'est un raz-de-marée culturel. Les femmes veulent être Angélique, avec ses robes somptueuses et son audace. Les hommes, ils en sont fous. Les médias ne parlent que de ses crinolines, de sa chevelure flamboyante, de son charisme. 5 films suivent, chacun plus épique que le précédent. Michel Mercier devient une icône mondiale, son nom indissociable d'Angélique. Mais derrière les projecteurs, c'est une autre histoire. Ce rôle, qui l'a propulsée au sommet, commence à l'étouffer. Les producteurs ne la voient plus comme Michel, mais comme Angélique. Les offres pour d'autres rôles? Elles se tarissent. Quand elle ose demander des dialogues plus fidèles à l'époque, des scénarios plus profonds, ou même une paye équitable, seulement 50 000 francs par film, une misère pour une star de son calibre, on l'ignore ou on l'écarte. À bout, elle refuse de tourner les 6e et 7e volets prévus. J'ai tout essayé pour lui échapper, dira-t-elle des années plus tard. Mais Angélique la rattrapait toujours. Imaginez-vous à sa place. Vous êtes au sommet de la gloire, mais enfermé dans un rôle qui vous définit aux yeux du monde. Vous avez vécu ça, être réduit à une seule facette de vous-même? Partagez vos pensées en commentaire, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Michel Mercier, ce n'est pas juste une actrice. C'est une guerrière. À une époque où les femmes dans le cinéma devaient sourire, se taire et obéir, elle a choisi de dire non. Et croyez-moi, ce choix, elle l'a payé cher. Plongeons dans cette partie de son histoire, où elle affronte un monde impitoyable avec un courage qui force l'admiration. Dans les années 60, l'industrie du cinéma, c'est un boys club. Les femmes sont des objets de désir, des muses, mais rarement des voix. Michel, elle, refuse de jouer ce jeu. Quand des producteurs ou des magnats du cinéma, en France, en Italie, partout essaient de la manipuler, de négocier des rôles avec des avances déplacées, elle ne se contente pas de dire non. Elle agit. Une fois, en Italie, un ponte du cinéma tente sa chance. Sa réponse? Un crachat en plein visage. Oui, vous avez bien entendu. Une autre fois, à Paris, un producteur trop sûr de lui se prend un coup de pied bien placé. Michel, elle ne plaisante pas. Mais chaque acte de rébellion a un prix. En Italie, elle est mise sur liste noire pendant 1 an. À Paris, on la qualifie de « difficile »,« instable », des étiquettes qui collent et qui ferment des portes. J'aurais pu tourner bien plus de films, dira-t-elle plus tard, mais le prix était trop élevé. Je ne pouvais pas me regarder dans le miroir si j'avais cédé. Quand le mouvement #MeToo éclate des décennies plus tard, Michel n'est pas surprise. Elle avait vécu ces abus, les avait nommés, et les avait repoussés avec une franchise qui déstabilisait ses agresseurs. Je pourrais vous donner une liste certifiée de noms, confie-t-elle dans une interview, avec ce calme qui cache une force d'acier. Mais elle n'a jamais cherché la vengeance. Ce qu'elle voulait, c'était le respect, et elle n'a jamais troqué son intégrité contre un rôle. Cette force, c'est ce qui fait d'elle une pionnière. Bien avant que le monde ne parle d'empowerment, Michel Mercier vivait déjà selon ses propres règles. Derrière les robes somptueuses et le glamour d'Angélique, la vie amoureuse de Michel Mercier est une montagne russe d'émotions. Les amis, si vous pensiez que sa vie était un conte de fées, détrompez-vous. C'est une histoire d'amour, de perte, et de trahison qui vous brisera le cœur. Tout commence avec Gianni Esposito, un chanteur et poète qui la captive par son intensité spirituelle. Leur connexion est profonde, presque mystique. Tellement profonde qu'elle refuse la proposition d'un chat d'Iran, fraîchement divorcé,
qui lui offre des diamants et un mariage princier. « Je ne peux pas imaginer un mariage sans amour, dira-t-elle. C'est tout Michel, ça, le cœur avant tout. » En 1961, elle épouse André Smag, un assistant réalisateur. Au début, c'est le bonheur. Ils partagent le même univers, celui du cinéma. Mais bientôt, l'alcoolisme et les troubles mentaux d'André fissurent leur union. Les crises s'enchaînent, les internements aussi, et le divorce, quasi impossible à l'époque en France, devient une bataille juridique épuisante. Michel en sort libre, mais émotionnellement brisée. Elle tente à nouveau sa chance avec Claude Bourriaud, un ancien pilote devenu pharmacien et conseiller politique. Il s'installe à Hollywood, où Michel espère se réinventer. Mais Hollywood lui claque la porte au nez, et leur mariage s'effondre en 1979. Plus tard, elle trouve un semblant de stabilité avec un homme d'affaires suisse, devenant une belle-mère aimante pour ses 2 fils. Mais le destin frappe encore, il meurt d'un cancer, la laissant seule, sans rien. Et puis, il y a la trahison ultime. En 1996, Michel rencontre René Leporc, un homme charmeur qui lui promet de publier ses mémoires. Elle investit tout dans ce projet, sans savoir qu'il est un escroc. Il détourne 400 000 €, falsifie sa signature, et disparaît. Michel est ruinée. Elle vend ses tableaux, ses meubles, même ses costumes d'Angélique. « J'étais à terre », avoue-t-elle. Mais même là, elle se relève. Malgré ses épreuves, Michel parle d'amour avec une lucidité touchante. Elle n'a jamais eu d'enfant biologique, mais elle a aimé et élevé 6 garçons, les fils de ses compagnons. Et pourtant, ils ont disparu de ma vie, comme leur père, dira-t-elle. Cette résilience, cette capacité à aimer malgré tout, c'est ce qui rend son histoire si humaine. On arrive au dernier chapitre de cette histoire, et croyez-moi, il est aussi poignant que les autres. Aujourd'hui, Michel Mercier vit loin des projecteurs, dans un appartement ensoleillé à Cannes, face à la mer. C'est un havre de paix, mais même là, la vie ne l'a pas épargnée. À plus de 80 ans, elle a affronté un mélanome, un cancer de la peau agressif. Les traitements l'ont épuisée, et une série de chutes domestiques, 2 fractures du pied, l'ont clouée au lit pendant des mois. Elle a même dû se séparer de son chien adoré, un bichon qu'elle considérait comme son fils. « C'était comme perdre une partie de mon âme », confie-t-elle. Et puis, il y a la solitude. Sa sœur, ses proches, ses collègues, beaucoup ont disparu. C'était comme si la tristesse arrivait de tous les côtés, dira-t-elle. Mais Michel, fidèle à elle-même, ne sombre pas. Certains pleurent face à ce genre de nouvelles. Moi, non. Je me suis dit, maintenant, je fais ce que je veux. Et pourtant, elle n'est pas oubliée. La ville de Cannes a nommé un jardin en son honneur. Des fans du monde entier lui envoient des lettres. Même Brigitte Bardot, longtemps vue comme une rivale, lui adresse des mots tendres. Et le prince de Monaco lui confie que sa mère, Grace Kelly, adorait Angélique. Ces hommages, même tardifs, sont une lumière dans l'ombre. Mais le plus beau, c'est que Michel a fait la paix avec Angélique. Pendant des années, elle a fui ce rôle qui la définit. Aujourd'hui, elle l'embrasse. « Je suis Angélique, et Angélique, c'est moi », dit-elle. Ce n'est pas une reddition, mais une réappropriation de son héritage. Michel Mercier n'est plus une prisonnière de son image, elle en est l'autrice. Et voilà, les amis, l'histoire incroyable de Michel Mercier, une femme qui a tout donné, tout perdu, et qui s'est toujours relevée. Quelle partie de son parcours vous a le plus touché? Sa rébellion face à une industrie toxique? Sa résilience face aux trahisons? Ou sa paix retrouvée avec Angélique? Laissez tout ça en commentaire, je veux tout lire. Si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu, partagez-la avec vos amis, et abonnez-vous avec la cloche pour ne rater aucune de nos histoires sur les icônes du cinéma. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les coulisses de la légende. D'ici là, restez inspirés, et à bientôt.